temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Faut-il ou non aller au sommet de la francophonie à Kinshasa ? Eh bien, c'est la question que posent de nombreuses ONG et organisations à l'approche du rendez-vous qui est prévu en octobre en République démocratique du Congo, la RDC, où les élections ont été entachées de nombreuses irrégularités, selon les observateurs étrangers. Du coup, des appels au boycott se multiplient. Dernière interpellation en date, celle d'Alain Deletros, vice-président d'International Crisis Group. Aller ou ne pas aller à Kinshasa, c'est le titre d'une tribune qu'il a publiée cette semaine, notamment dans le quotidien français Libération. Il répond aux questions de Sonia Rollet. Alain Deletros, bonjour. Bonjour. Pourquoi, à votre avis, c'est la question qu'il faut se poser dès aujourd'hui ? Si vous voulez, la francophonie a quand même, dans plusieurs de ses statuts, des buts déclarés très clairs par rapport à la fois à la protection de la vie humaine et des droits de l'homme, et d'autre part par rapport à la développement de la démocratie dans ses pays membres. Or, choisir Kinshasa comme lieu du sommet après les élections qui viennent de s'y dérouler, c'est déjà une très mauvaise idée. Ensuite, nous n'avons vu, après ces élections catastrophiques, quelque part, qui ont été critiquées par tous les observateurs, c'est-à-dire l'Union européenne, la France, les États-Unis et d'autres, nous n'avons vu aucune prise de position par le président Kabila en faveur d'une plus grande transparence. Vous savez que le pays va devoir maintenant s'organiser pour ses élections provinciales. Et l'une des exigences, par exemple, que nous avions formulées dans nos recommandations à l'Union européenne, qui, je le rappelle, a quand même financé avec l'argent des contribuables européens une bonne partie de ces élections, l'une des exigences que l'Union devrait formuler, c'est de réformer la commission électorale congolaise. Or là, nous n'avons vu aucun pas, aucune décision concrète prise par le gouvernement congolais à ce stade dans la bonne direction. L'Union européenne, en 2006, avait mis 500 millions d'euros dans l'organisation des élections qui ont porté M. Kabila au pouvoir en 2006. Donc je crois que la responsabilité européenne reste très importante dans le processus de paix. Ce processus a été positif. La guerre, quelque part, s'est calmée au Congo, même si elle a repris maintenant dans l'Est. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais quand même, ce qui s'est passé cette année, je crois qu'on peut dire que ça a été un peu une gifle à la face de l'Union européenne qui a été très très impliquée dans ce processus de paix au Congo. Donc vous estimez que, par exemple, le président français François Hollande ne devrait pas se rendre à Kinshasa ? Vous savez, la cérémonie du début du deuxième mandat du président Kabila a été boycottée par tous les chefs d'État de la région, sauf le président Mugabe, comme par hasard. Donc voilà, ce que je crains un petit peu, c'est que si François Hollande se rendait maintenant à ce sommet, il contribuerait fortement à redorer le blason de M. Kabila. Il enverrait un message à l'Afrique après avoir organisé des élections de manière aussi ouvertement non démocratique. Voilà, très rapidement, on peut se faire photographier à nouveau avec des présidents de grands pays démocratiques. Je crois que ça n'est pas le moment. Surtout, comme je le répète, si le président Kabila reste totalement fermé à la possibilité de faire une analyse réelle sur ce qui s'est passé durant les élections, et s'il ne veut pas prendre des décisions qui s'imposeraient immédiatement, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une réforme profonde de la commission électorale congolaise. Il n'y a pas que l'aspect électoral qui vous préoccupe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous soulignez également des problèmes liés à la liberté de la presse et aux violations des droits de l'homme. Oui, alors évidemment, la liberté de la presse a été fortement mise sous contrôle pendant la période de l'élection. Hein. Et puis, tout ce qui est lié à l'extraction, c'est un pays extrêmement riche qui a toute la table de Mendeleïev dans son sous-sol. Au lieu d'avoir un gouvernement ça fait quand même 6 ans que le président Kabila est au pouvoir. Hein. 6 ans depuis la fin de la transition, il était déjà au pouvoir auparavant. Exactement. Donc, la question de tout ce qui est gestion du sous-sol, gestion de l'extraction des minerais reste très importante. Vous avez un gouvernement en ce moment qui, quelque part, supervise le pillage des richesses nationales plutôt que de les encadrer par des législations modernes et également par un minimum de contrôle. Dans l'Est du Congo, en particulier, le fait que l'armée, maintenant, se nourrit à partir des extractions minières, a créé énormément de tensions et continue à en créer, comme nous le voyons, avec évidemment des implications régionales. Ce ne sont pas les seuls, vous avez des voisins qui évidemment sont très heureux de pouvoir prendre part
à l'extraction minière de l'Est du Congo en dehors de tout cadre légaux et sans payer aucune taxe sur ces extractions illégales. Alors pour en revenir au sommet de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La balle est dans quel camp finalement? Est-ce que c'est dans le camp uniquement des autorités françaises? Est-ce que vous pensez que c'est à la francophonie de changer le lieu du sommet? Je pense qu'à ce stade, dans la mesure où il n'y a eu aucun gage, aucun geste de bonne volonté de la part de Kinshasa, à mon avis, effectivement, la francophonie devrait décider de changer de lieu du sommet. Ça n'est pas possible de maintenir le sommet dans une capitale qui s'est comportée comme celle-là et qui ne reconnaît absolument pas qu'elle a à faire des efforts. Il faut que la francophonie regarde en face la réalité. Après l'organisation des élections, cette décision aurait dû être prise beaucoup plus tôt d'ailleurs. Alain Delétrose, merci. Merci à vous et bonne journée. Notre antenne. C'est un coup dur pour l'armée de la République démocratique du Congo. Elle a perdu hier le contrôle d'un important poste frontière avec l'Ouganda. La localité de Bunagana au nord Kivu est tombée entre les mains des mutins du M23 après des combats. Combats au cours desquels un casque bleu indien de la MONUSCO a été tué et qu'enfuient plusieurs centaines de soldats congolais réfugiés côté ougandais. Olivier Roger. L'offensive lancée jeudi par les FRDC contre les positions des mutins du M23 se solde pour l'instant par un échec. Après avoir perdu les localités de Djamba et Changero, les FRDC ont dû quitter Bunagana, le poste frontalier avec l'Ouganda, investi vendredi matin par les mutins. Ceux-ci occupent la ville, mais affirment ne pas vouloir y rester. À écouter le porte-parole du M23, Vianney Kazarama, le mouvement n'entend pas conquérir des villes pour les occuper, mais il souhaite surtout pousser Kinshasa à s'asseoir à la table des négociations. Hier soir, un frisson d'inquiétude parcourait les populations de Rutshuru, la plus grande ville de la zone. Beaucoup d'habitants ont fui à quelques kilomètres vers Kiwanja, où la mission des Nations Unies dispose d'une importante base. De leur côté, les mutins du M23 affirmaient hier soir ne pas vouloir entrer dans Rutshuru. Quant à l'armée congolaise, elle semble avoir du mal à digérer la situation. Selon les autorités ougandaises, 600 soldats congolais ont fui en Ouganda et ont été désarmés en attendant la suite des événements. Depuis le mois de mai, les mutins du M23 sont regroupés dans les collines du parc des Virunga, tandis que les FRDC tentent régulièrement de les en déloger. Les combats réguliers entre les deux parties ont entraîné le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de civils. Olivier Roger, j'ajoute que les Nations Unies ont condamné la mort du casque bleu tombé dans les combats et appelé le gouvernement congolais à faire en sorte que les responsables de ces attaques soient traduits en justice. Nouveau rendez-vous diplomatique consacré à la crise malienne avec une réunion du groupe de contact au Burkina. Aujourd'hui, objectif, tenter d'installer un gouvernement d'union nationale. Un sommet marqué par plusieurs absences notables, celle du président malien de transition, Dokunda Traoré, de son premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, et du mouvement populaire du 22 mars, coalition qui soutient les putschistes. Khartoum continue à réprimer les manifestations. Hier, la police soudanaise a eu recours à des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Le mouvement prend une tournure politique. 17 partis d'opposition ont signé jeudi une charte pour soutenir cet élan de protestation. Ils disent espérer pousser le président Omar el-Béchir à quitter le pouvoir et mettre fin au parti unique. Un air de printemps arabe pour Ahmed Hassan Al-Meidi, assistant du secrétaire général du parti d'opposition Oumma. Il faut tenir pour faire chuter Omar el-Béchir. C'est la seule façon de forcer le régime à changer. Certains disent que ce régime est très violent contre le peuple et qu'il finira par faire comme celui de Kadhafi ou de Bachar al-Assad. Certains ont peur de cela. Mais maintenant, en ce jour, il faut dire à Omar el-Béchir, va-t'en. Contente-toi de partir. Nous ne parlons pas de réformer le système politique ou économique. Non, plus maintenant. Aujourd'hui, nous disons juste, Monsieur Omar el-Béchir, pour vous et votre régime, la partie est finie et vous devez partir. Maintenant, nous n'avons plus peur. Nous sommes en colère et nous avons faim. La faim et la colère sont les deux raisons qui feront que ces manifestations vont être un succès. Voilà, c'était Ahmed Hassan Al-Meidi du parti Oumma au micro de Gaël Alex. Et même configuration en Angola où le pouvoir tente de museler la